Donc je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette présentation. Et avant de commencer sur le cas clinique, j'aimerais vous rappeler, même si vous avez déjà eu un exposé par Stéphane Cat qui a dû être très exhaustif sur le cœur d'athlète, je voulais vous rappeler de quoi on parle quand on parle de sportif ou d'athlète et dans quelles circonstances on peut avoir des modifications adaptatives que l'on appelle le cœur d'athlète. Vous reconnaîtrez peut-être sur cette diapositive, sur la photographie en bas, une des protagonistes qui est sur scène et qui modère aujourd'hui, pour vous montrer qu'on peut pratiquer du sport de manière amatrice, de manière régulière, avec parfois des objectifs de compétition, comme sur ce trail blanc à Cauterets en janvier dernier. Mais on peut aussi rencontrer en cardiologie du sport des sportifs de haut niveau qui pratiquent des disciplines tout à fait particulières et différentes, notamment sur la sollicitation cardiovasculaire. Il n'y a évidemment pas de comparaison à donner entre un multimédaillé comme Philippe Quintet à la pétanque et le recordman du marathon en 2h02 et 40 secondes à Tokyo en 2020. Donc il est important de définir, lorsqu'on parle de cœur d'athlète, de quel type de sportif on parle. Est-ce qu'il s'agit de sportifs amateurs ou compétiteurs ? Et donc le cœur d'athlète est adapté pour la performance sportive grâce à une adaptation qui est chronique à un entraînement intense qui correspond en moyenne 6 à 8 heures de sport par semaine à au moins 60-70% de VO2 max depuis plus de 6 mois. Un entraînement qui doit être régulier avec un objectif de compétition et de performance, ça c'est très important de le rappeler. Et dans ce cas-là, on peut avoir des modifications effectivement qui sont liées à des adaptations multifactorielles, mécaniques, hormonales, mais aussi génétiques et ethniques, et qui vont conduire à un cœur d'athlète qui est énergétiquement plus économe, qui va épargner sa fréquence cardiaque à l'effort, qui va privilégier son volume d'éjection systolique à l'effort et qui va mieux se remplir, comme ce cœur d'athlète que je voulais vous présenter ici, qui est celui d'un international de rugby espagnol que nous avons vu tout récemment au Medical Stadium, qui évolue en Pro D2 au SA15 d'Angoulême, troisième ligne de rugby, et qui présente clairement des adaptations physiologiques liées à sa pratique sportive intense et ancienne, avec une bradycardie sinusale à 40 par minute, et une morphologie de ce qu'on appelle le cœur d'athlète en échocardiographie, avec une dilatation harmonieuse des 4 cavités cardiaques, des parois notamment du ventricule gauche qui sont normales, pas de dilatation de son aorte ascendante. Il a une fonction ventriculaire gauche systolique, radiale et longitudinale qui est parfaitement normale. Donc, comme pour toute adaptation, il y a des limites et c'est important de le rappeler avant d'entrer donc dans le vif du sujet du cas clinique, puisqu'on peut considérer sur les dernières recommandations européennes de 2020 en cardiologie du sport que lorsque un athlète présente un diamètre télésystolique ventriculaire gauche au-delà de 50 mm pour l'homme et 40 mm chez la femme, eh bien, cette dilatation doit faire suspecter autre chose qu'une adaptation physiologique, éventuellement une myocardiopathie ou une valvulopathie. Nous nous appuierons pour ce cas clinique sur des recommandations récentes de 2020 en cardiologie du sport et de 2021 sur la prise en charge des valvulopathies. Et je voulais donc vous rappeler que ces valvulopathies chez les athlètes, elles représentent 1 à 2% des sportifs tout venant, compétiteurs ou amateurs, et qu'on a un niveau de preuve concernant ces recommandations qui n'est pas basé sur des études prospectives, mais plutôt sur des consensus d'opinion, puisque la plupart des études sont réalisées chez des populations non athlétiques, et donc il y a une extrapolation des recommandations dans des populations donc tout à fait différentes. Voici le cas clinique que je voulais vous soumettre aujourd'hui, celui d'un sportif de 51 ans, sportif donc athlète, selon la définition que je vous ai présentée précédemment, puisqu'il pratique le cyclisme en compétition depuis l'âge de 14 ans, en moyenne 15 000 km par an, donc c'est à peu près 2 sorties à vélo par semaine de 300 km, et puis il fait du home trainer en plus et du renforcement musculaire. Vous voyez en haut à droite sur cette classification qui a dû vous être présentée par Stéphane hier, ou mercredi, pardon, que le vélo sur route est un sport à composante endurante prédominante et qui nécessite une intensité, enfin, qui implique une intensité dans la sollicitation cardiaque qui est très importante. Ce sportif, donc, il est suivi régulièrement pour ses certificats, notamment de non-contre-indication, avec un suivi FFC qui est bien encadré. Il a eu une épreuve d'effort cardio-respiratoire 2 ans auparavant qui était parfaitement en accord avec ses performances qui nous amènent régulièrement lors de ses consultations. Il termine premier après les boucles du Haut-Béarn dans sa catégorie, donc il est vraiment très très performant. Et cette épreuve d'effort cardio-respiratoire, elle était tout à fait rassurante. Il faisait 320 watts, il avait 89% de sa FMT et un pic de VO2 qui était à 54 millilitres km/min, donc parfaitement en adéquation avec sa pratique sportive.
Pour autant, donc, il nous est adressé pour un bilan échocardiographique parce qu'il est connu pour une insuffisance aortique qui jusqu'à présent ne posait pas de problème particulier. Lui, il se dit asymptomatique, même s'il signale que lors de ses dernières sorties à vélo, son cardiofréquencemètre montrait une certaine accélération, en tout cas une pente d'accélération plutôt abrupte de sa fréquence cardiaque qui pouvait l'interpeller. Voici donc son imagerie échocardiographique de repos avec sur le jet Doppler couleur que vous avez sur les parasternales grand axe et petit axe, un flux de régurgitation qui semble large, excentré, avec une extension significative au milieu de la cavité ventriculaire gauche et un rayon de Pisa qui est mesuré sur la parasternale grand axe à 0,9 cm pour une vitesse d'aliasing à 30 cm par seconde, donc qui est plutôt évocatrice déjà d'emblée d'une insuffisance aortique significative. Voici les coupes incidences apicales 4 et 5 cavités qui sont centrées sur la valve aortique. Là encore, vous constatez que le flux de régurgitation est excentré, longeant le feuillet mitral antérieur, excédant l'extrémité du feuillet mitral antérieur, avec des cavités cardiaques qui sont confortables, en dehors de toute insuffisance aortique. Si nous avions eu cette échographie pour cet athlète, nous n'aurions pas été interpellés sur les volumes à la fois des oreillettes et des ventricules, mais dans le contexte d'insuffisance aortique, bien évidemment, il va falloir aller un petit peu plus loin. Concernant la quantification de l'insuffisance aortique, le mécanisme tout d'abord, la valve apparaît tricuspide avec des cuspes qui sont relativement remaniés, l'aorte ascendante n'est pas dilatée, mesurée à 22 mm par mètre carré, et la fuite aortique présente des critères de sévérité avec une vena contracta à 6 mm, une surface de l'orifice régurgitant à 70 mm carré et une vitesse holodiastolique à 20 cm par seconde. Donc une insuffisance aortique sévère chez un sportif athlète, donc a priori asymptomatique. On va donc étudier le retentissement ventriculaire gauche en restant vigilant par rapport au contexte de cœur d'athlète. Et vous constatez sur les mesures de dimension ventriculaire gauche, un ventricule gauche donc dilaté, avec un diamètre télédiastolique à 68 mm, un diamètre télésystolique à 50, indexé à 26 mm par mètre carré. Et concernant la mesure de la fonction, on note une fraction d'éjection en auto-FE à 51%, Simpson-Biplan à 56%, avec une étude des déformations qui montre une diminution légère du strain. Encore une fois, dans un contexte de cœur d'athlète, on ne serait pas très inquiet sur ces valeurs de fonction et de morphologie. Mais dans le contexte de cette insuffisance aortique, on va se poser la question du caractère adaptatif ou pathologique. Alors, que disent les recommandations face à une insuffisance aortique sévère, a priori asymptomatique, avec un retentissement ventriculaire gauche qui est d'interprétation assez difficile? Eh bien, selon les recommandations ESC 2021 sur la prise en charge des valvulopathies, il y aurait une indication de classe 1 à envisager une chirurgie chez ce sportif en raison du retentissement ventriculaire gauche. Mais encore une fois, je vous rappelle en haut à droite dans le petit encadré rouge que ces diamètres restent à prendre avec précaution chez l'athlète. Il va donc falloir aller un petit peu plus loin dans le cas clinique pour essayer de conclure par rapport à cette insuffisance aortique et se rappeler aussi, outre le cœur d'athlète, que la psychologie du sportif est bien particulière. Un sportif ne se veut jamais malade. Il va falloir avoir donc des arguments supplémentaires pour le conduire à la chirurgie, puisque je vous rappelle qu'il arrive en disant que tout va bien. Alors bien évidemment, on va lui proposer une évaluation à l'effort, bien évidemment parce que c'est aussi ce que disent les recommandations. Un athlète doit être exploré à l'effort pour plusieurs raisons, pour évaluer d'éventuels symptômes qui seraient masqués ou cachés par l'athlète, pour évaluer sa capacité fonctionnelle à l'effort, la tolérance hémodynamique, pour rechercher d'éventuelles arythmies. Et puis chez un athlète vétéran de 51 ans, ce n'est pas inintéressant de rechercher une éventuelle ischémie. Donc on a plusieurs outils à notre disposition. Et nous avons donc privilégié la réalisation d'une échocardiographie d'effort qui nous a permis de montrer d'emblée que le niveau de performance objectivé lors de cet examen n'était pas du tout celui des paramètres présents il y a 2 ans, donc 2 ans auparavant, puisqu'à 170 watts, il atteignait 125% de sa FMT avec beaucoup d'arythmies ventriculaires et de la tachycardie supraventriculaire, et que sur le plan fonctionnel, on notait une altération
de sa fonction ventriculaire gauche à l'effort, qui témoignait de l'absence de réserve contractile. En outre, on avait une élévation de ses pressions pulmonaires qui est assez physiologique à l'effort, mais qui était pour le coup très abrupte. Et dès le palier de 170 watts, pour lequel nous avons arrêté l'examen, en raison de ces arythmies, il avait des pressions pulmonaires très élevées à 73 mm de mercure, donc plutôt inadaptées par rapport au niveau d'effort antérieur. Nous avons complété par une imagerie de coupe en privilégiant l'IRM cardiaque plutôt que le scanner parce que nous n'avions pas de dilatation de l'aorte ascendante en échocardiographie, donc on était assez serein par rapport à son aorte. On avait surtout besoin d'avoir des arguments supplémentaires sur l'anatomie de la valve. Ça nous paraissait un peu curieux cette valve tricuspide un petit peu remaniée. On voulait être sûr qu'on ne passait pas à côté d'une bicuspidie. Donc la valve aortique est clairement bien analysée par les séquences ciné et on constate donc une valve bien tricuspide. Ça nous permet aussi sur les séquences ciné d'évaluer le retentissement sur les volumes et en particulier d'avoir une analyse du ventricule droit beaucoup plus fine que ne le permettait notre échocardiographie transthoracique, des volumes qui sont donc confirmés dilatés avec une fraction d'éjection qui était mesurée à 51%. Enfin, les séquences de flux nous permettent de quantifier l'insuffisance aortique et de confirmer le caractère sévère de cette insuffisance aortique sans fibrose myocardique associée sur les séquences de rehaussement tardif qui vous sont présentées tout en haut. Donc, au terme de ce bilan qui a été multiparamétrique, quelles sont les questions qui se posent? Est-ce qu'il y a une indication de remplacement valvulaire aortique? Eh bien, c'est ce que nous avons retenu face à une insuffisance aortique sévère. Finalement pas si asymptomatique que ça, avec l'absence de réserve contractile, une diminution de performance à l'effort et un retentissement ventriculaire gauche manifeste en dépit du cœur d'athlète. Il a donc bénéficié d'un bilan préopératoire qui n'a pas retrouvé d'éléments inquiétants. Il a dû se poser donc la question du choix de la prothèse. C'est ce jeune patient de 51 ans qui a privilégié une bioprothèse aortique en accord avec l'équipe médico-chirurgicale à Haut-l'Évêque en raison de son projet de reprendre le cyclisme sur route, puisqu'en effet la question la plus importante pour lui c'est de savoir, un, s'il peut continuer à rouler alors qu'il doit être opéré prochainement, et deux, est-ce qu'il peut reprendre le sport en compétition après la chirurgie et surtout dans quel délai. Alors, concernant la poursuite de l'activité sportive en compétition lorsqu'on a une insuffisance aortique sévère et qu'il existe donc, et que la pratique du sport est un sport de haute intensité, comme c'est le cas du vélo sur route, et qu'il y a donc un retentissement ventriculaire gauche, soit par une diminution de la fraction d'éjection, soit par des arythmies induites à l'effort, clairement, aucun sport de compétition à haute intensité n'est autorisé chez notre sportif, donc il ne peut plus continuer à concourir en attendant la chirurgie. Et pour ce qui est du sport loisir, récréatif, là encore, nous lui donnons une interdiction qui sera plus ou moins respectée en raison de l'intensité de sa pratique sportive et du retentissement ventriculaire gauche que nous avons pu mettre en évidence sur l'échocardiographie d'effort. Après la chirurgie, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire comme sport? Puisque c'est vraiment ça qui lui importe. La chirurgie s'est très bien déroulée. Et donc, on va nous se baser sur les recommandations pour voir ce qu'on peut lui proposer après une chirurgie de remplacement valvulaire aortique. Et malheureusement, on n'a pas de recommandations dédiées sur la prise en charge des sportifs en compétition après des remplacements valvulaires. Et donc, il va falloir évaluer finalement nos sportifs au cas par cas pour pouvoir apporter des réponses satisfaisantes. Il faut donc, je pense, et c'est ce que nous faisons en pratique, se baser d'abord sur les modalités de réparation chirurgicale qui ont été proposées. Est-ce que le patient sportif a bénéficié d'une plastie ou d'un remplacement de sa valve? Est-ce qu'il a eu un tube aortique associé en cas d'anévrisme de l'aorte ascendante? Est-ce qu'il a eu une réimplantation des coronaires? Est-ce qu'il doit prendre un traitement anticoagulant long cours, ce qui va impacter certains sports, notamment avec des risques de chute? Donc il faut avoir une visualisation de son compte-rendu opératoire bien précise et puis connaître surtout l'état de son myocarde avant la chirurgie. Il avait certes un cœur d'athlète, mais une insuffisance aortique qui a évolué, qui a entraîné donc une dilatation de son ventricule gauche pathologique. Et donc, est-ce qu'il a donc une bonne récupération après les chirurgies d'un point de vue myocardique? Donc, dans quel délai on va discuter de tout cela avec lui? Eh bien, il n'y a pas de consensus là-dessus. Nous, généralement, on attend bien évidemment que la cicatrisation cutanée externale soit complète, que la réadaptation cardiaque ait pu être également accomplie.
On s'assure par un interrogatoire minutieux, encore une fois, parce qu'on se méfie un petit peu de ce qu'il va pouvoir nous dire, de l'absence de symptômes. On va vérifier son auscultation cardiaque, un électro de repos, et puis on va bien récupérer surtout l'échographie de réadaptation avec tous les critères sur le fonctionnement de la prothèse et la morphologie et la fonction ventriculaire gauche notamment, pour avoir un élément de comparaison dans le cadre de son suivi. Et comme vous l'avez compris, face à un athlète, il est difficile d'explorer uniquement au repos et on aura recours rapidement à une évaluation à l'effort qui peut être selon plusieurs modalités. Nous privilégions essentiellement l'échocardiographie d'effort dans le cadre des remplacements valvulaires, mais on s'aide aussi de l'épreuve d'effort cardio-respiratoire et ça vous le verrez un tout petit peu après, c'est dans le cadre d'un réentraînement un petit peu personnalisé. On n'hésite pas non plus à aller jusqu'au haltère ECG en situation d'effort, puisque ces sportifs, même opérés, ont un niveau de performance qui est généralement difficile à apprécier dans sa globalité sur un test d'effort en laboratoire. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher d'éventuelles arythmies sur une sortie à vélo qui sera un peu plus poussée en termes d'intensité. Voici son échocardiographie de repos donc après la chirurgie et à distance de la réadaptation cardiaque. Vous voyez d'ores et déjà que le ventricule gauche a bien récupéré. On a un remodelage inverse qui est tout à fait manifeste avec une prothèse biologique aortique qui présente un aspect parfaitement rassurant. Une quantification du gradient moyen au niveau de la prothèse qui est de 12 mm de mercure, parfaitement stable par rapport aux données de l'échocardiographie en sortie de réadaptation, avec une fonction ventriculaire droite mesurée par le SVD parfaitement rassurante, et donc une mesure de la fraction d'éjection en Simpson-Biplan qui est à 58%, avec une étude des déformations également parfaitement rassurante. On évalue donc ce sportif à l'effort pour dépister d'éventuels symptômes, comme je vous l'ai expliqué, pour évaluer sa capacité fonctionnelle, vérifier sa tolérance hémodynamique et vérifier en particulier la récupération myocardique après une chirurgie d'insuffisance aortique sévère. Voici son échocardiographie d'effort qui a pu être menée jusqu'au palier de 320 watts. Donc là, on est à 9 mois de la chirurgie. Il ne nous cache pas qu'il a fait beaucoup de home trainer à la maison depuis qu'il est sorti de réadaptation, même s'il n'avait pas trop le droit d'aller rouler en extérieur. Et on a une échographie d'effort qui est donc parfaitement rassurante, avec une bonne réserve contractile. On lui a fait une épreuve cardio-respiratoire. Là, c'était un petit peu plus pour l'aider dans sa reprise du sport, en essayant de l'inciter dans un premier temps à s'entraîner au premier seuil ventilatoire, donc dans une phase d'endurance fondamentale, puis rapidement de passer, au bout de quelques mois, si aucun symptôme ne se manifeste, entre le premier et le deuxième seuil, pour aller progressivement jusqu'à un entraînement au deuxième seuil qui lui permettra d'atteindre un niveau de performance probablement superposable à celui qu'il avait avant sa chirurgie. Donc lorsque tous ces paramètres sont au vert, eh bien, on peut autoriser, à notre sens, la reprise de la compétition après une chirurgie cardiaque. Et généralement, on se donne 12 mois pour avoir ce type de décision. Et on demande surtout à ce que ce soit une reprise encadrée, c'est-à-dire avec le cardiofréquencemètre. Ils ont tout à fait l'habitude de les utiliser. Et puis, comme un contrat de confiance où ils doivent nous interpeller en cas de symptômes suspects pour qu'on puisse les revoir assez rapidement. Pour conclure, et avant de passer à l'unique question que j'avais prévue pour ce cas clinique, vous l'avez compris, il y a des particularités au niveau du cœur d'athlète qui sont importantes de connaître pour pouvoir évaluer des valvulopathies dans un contexte sportif. L'impact du sport sur la détérioration des valves natives et même sur la détérioration des prothèses n'a pas pu être démontré jusqu'à présent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas inciter pour autant un sportif qui a une fuite aortique sévère à limiter en tout cas son intensité et son volume d'entraînement avant d'être opéré. Il est important d'avoir une approche qui reste multiparamétrique. Vous l'avez compris, un cœur d'athlète est adapté à l'effort. Il faut absolument pouvoir les explorer à l'effort et établir cette fameuse relation de confiance avec lui, notamment lorsqu'il a été opéré, pour être sûr de ne pas prendre de risques pour lui. Enfin, je pense qu'il est important de rappeler ici qu'il est nécessaire d'encourager la pratique sportive chez tous nos patients cardiopathes, puisqu'on sait que ça permet de réduire les événements cardiovasculaires à long terme. Je vous remercie de votre attention et on va passer à la question. Et puis j'espère que ce sujet-là vous aura intéressé. On a l'habitude de se réunir une fois par an au congrès de Cœur et Sport. L'année prochaine, ce sera à Marseille en juin. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nombreux. Alors, je ne suis pas sûre que moi, il y ait l'histoire du vote, Marina, mais la question était un cœur d'athlète. Faire à main levée.
Vas-y, tu peux y Je aller. vais peut-être le faire oralement. Un cœur d'athlète se caractérise par une dilatation prédominante du ventricule gauche. Un cœur d'athlète peut entraîner une insuffisance aortique sévère. Un cœur d'athlète est une conséquence adaptative et physiologique chez quelqu'un qui pratique 2 heures de course à pied par semaine avec une intensité modérée. Et enfin, un cœur d'athlète peut être exploré par une échocardiographie d'effort, ce qui permet d'évaluer sa réserve contractile et éventuellement d'éliminer une myocardiopathie en cas de doute. Donc la réponse, je pense que vous l'aviez tous trouvée, c'est la numéro 4. En effet, il n'y a pas de dilatation prédominante sur le ventricule gauche. Les 4 cavités sont concernées dans le cadre du cœur d'athlète, ça vous l'avez compris, sans hypertrophie anormale des parois. Normalement, les parois sont fines. On ne peut pas considérer qu'une insuffisance aortique va être engendrée par une dilatation des cavités cardiaques. En revanche, on peut avoir une insuffisance aortique associée à un anévrisme de l'aorte ascendante qui sera donc cette insuffisance aortique secondaire. Pour ce qui est du remodelage adaptatif, vous l'avez compris, tout le monde ne peut pas se dire athlète. Il faut avoir une intensité dans sa pratique, une fréquence, un volume d'entraînement important. Encore une fois, toujours dans un esprit de compétition, de dépassement qui sera à l'origine d'un remodelage chronique cardiaque. Et effectivement, oui, la place de l'échocardiographie d'effort est importante pour permettre d'évaluer la réserve contractile, notamment dans le cadre des dilatations ventriculaires gauches chez des athlètes qui ont des fractions d'éjection au repos qui sont parfois entre 50 et 55%, tout simplement par économie, comme je vous l'ai dit, énergétique. Et on voit qu'à l'effort, ils vont pouvoir mobiliser leur volume d'éjection systolique, normaliser leur fraction d'éjection. Et lorsqu'on n'a pas de réserve contractile, évidemment, on doit suspecter une myocardiopathie ou une valvulopathie sévère, comme c'est le cas de notre athlète.